Euh, ok. Du coup, bonjour, bonsoir. Ça dépend de là où vous nous recevez, hein. Du coup, moi, c'est Jeffrey Logovi. Je suis chargé de la session d'aujourd'hui, le langage Cairo. Donc, on va parler un peu du langage Cairo et comment est-ce que ça s'utilise réellement, comment on peut utiliser Cairo pour pouvoir créer des spans.py, les syntaxes de Cairo et tout. Donc, vous avez déjà vu la team passer dernièrement sur chaque session. Vous avez Agnilanda Parkou, Monsieur Wachio Bohema, Monsieur Caleb Tombé, et puis moi-même, j'ai fait le bruit, tout simplement. On passe. Alors, pour graduate, normalement, comme Monsieur Parkou le disait il y a quelques instants, il y a un système de points normalement qui est mis en place de sorte que quand vous finissez d'apprendre, vous devez répondre aux questions ou bien aux quiz qui vont être passés et vous allez graduer. Donc, voici un peu comment est-ce que le système de pointage est. Et puis, bon, vous aurez le temps de voir tout cela. On va aller dans le vif du sujet. Nous avons 2 heures exactement pour pouvoir voir un peu comment est-ce que Cairo s'utilise. Et bon, voici un peu les critères de graduation qui sont également là. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser ça dans la session de chat du Google Meet. Également, si vous avez des soucis ou bien vous êtes en train d'utiliser le langage de programmation ou vous rencontrez des difficultés, n'hésitez pas à envoyer un message, que ce soit technique comme en général au mail et également dans le groupe WhatsApp qui est destiné au Basecamp. Donc, vous avez le choix. Bon, la session. Pour la première session, vous avez vu Bitcoin, Ethereum. Après, c'est Stackmate et puis les Layer 2, c'est-à-dire les couches de deuxième niveau au niveau de la blockchain. Et puis aujourd'hui, le langage de programmation Cairo, exactement. On va parler de Cairo et tout. Donc, juste après, il y a Smart Contract, ERC20, Smart Contract, Testing with Foundry, Front-end with Scaffold, et puis la section finale de questions et réponses, et puis où on va répondre à toutes les questions sur Bitcoin, Ethereum, jusqu'à la dernière session de Front-end et Scaffold. OK, pour aujourd'hui, voilà. Nous allons voir comment est-ce qu'on peut installer les dépendances de Cairo avec StackUp, mais nous n'allons pas utiliser StackUp aujourd'hui. Je vous dis en même temps, nous n'allons pas utiliser StackUp. Nous allons utiliser la deuxième méthode qui est tout simplement par le biais de Docker. Donc, nous allons utiliser Docker. Docker, c'est simple, reliable et puis fast. Vous voyez un peu. Tu installes ton Docker, tu as une image, tu builds ton conteneur avec l'image et puis bon, voilà quoi. Tu crées ton conteneur, tac, tac, tu travailles tranquillement. Je pense que ce serait super bien. Et puis, nous allons utiliser VS Code sans utiliser Cursor. Cursor, c'est également VS Code pour reformater d'une manière. Hein, on va pas dire des choses qui vont nous porter préjudice après. Mais voilà, Cursor, c'est également VS Code. Si tu as Cursor, tu auras les fonctionnalités de VS Code qui seront également à l'intérieur. Donc, nous allons utiliser VS Code essentiellement pour pouvoir faire notre application, c'est-à-dire voir les syntaxes pas à pas avec Cairo et tout aujourd'hui. Voilà un peu. Juste après, essayer de voir si on peut créer un projet avec Cairo. On voit un peu l'anatomie d'un programme Cairo, écrit en Cairo, que ce soit de façon modulaire ou bien de façon one-shot. On va essayer de faire ça. Et puis, exécuter, vérifier les programmes, enfin, faire tout ce qui est test et tout. Voilà, quoi. Voir tout ce qui est fait, function intérieur, et puis, bon, la pause, là,
Je pense que c'est tout simplement. Après, voir tout ce qui est casting, option, enums, mutable, snapshot et puis les références. Les threats, les constraints et les arrays. J'espère qu'on va y arriver jusqu'à ces niveaux-là. Donc, c'est un peu ça. Et puis, bon, s'il y a des questions, vous allez poser des questions. Puis, aujourd'hui, je sais pas, on verra bien. Je demanderai à Parcours voir si est-ce qu'on fera les quiz ou pas. Donc, c'est un peu ce que nous allons voir aujourd'hui, hein. C'est un peu ce que nous allons voir aujourd'hui. Euh, voilà. Récap. Ce qui a été effectué lors de la session 2 avec StackNet et Layer 2. Alors, je sais pas, je vais poser la question enfin, dans le mythe général. Est-ce que quelqu'un peut nous résumer ce qu'il a retenu, en fait, de la session précédente? Ce serait super bien que quelqu'un, un volontaire, se désigne pour nous résumer ce qui a retenu la session précédente. Oui? Hier, nous avons vu les layers 2, les couches 2 de la blockchain Ethereum. Et nous avons premièrement vu la couche 1 qui était Ethereum. Ensuite, nous avons vu les autres types de couches 2 qu'il y avait sur Ethereum. Et il y a plusieurs types de layers 2 sur Ethereum, mais nous avons étudié StackNet précisément, qui était un layer 2. Et nous avions dit également que StackNet, c'était un layer 2 qui permettait de prendre plusieurs transactions sur la blockchain Ethereum, sur la blockchain Ethereum, ensuite les compresser et les résumer en une sorte d'une seule transaction, ensuite les remettre dans la blockchain Ethereum afin de maximiser le coût et réduire le temps auquel les transactions s'exécutent sur la blockchain Ethereum. Donc, en résumé, ce qu'on doit retenir, c'est que au lieu d'avoir plusieurs transactions, d'avoir plusieurs opérations sur Ethereum, StackNet, lui, il va juste prendre plusieurs transactions au niveau d'Ethereum, dans un bloc d'Ethereum. Ensuite, il la compresse en quelques transactions et les remet dans la blockchain Ethereum afin de permettre la rapidité des transactions. Ok. Merci beaucoup. Merci, Caleb. Je pense que ça mérite des points. Il faut applaudir pour Caleb pour le résumé. Étant donné que vous avez rafraîchi la mémoire de tout ce qui a été fait, suivi la session précédente. Super. Ok, on continue. Donc, voilà, tout ce qui a été effectué la session précédente, tout ce qui est tout ce qui est Ethereum, tout ce qui est comme couche à l'intérieur de Ethereum et tout. Et puis, voilà, les Zero Knowledge, Optimistic, enfin, bref. Vous avez vu tout cela, mais peut-être que les mots ne sont pas exactement les mêmes choses que vous avez vues. Et puis, tout ce qui est Virtual Machine pour exécuter les projets les projets d'app de Cairo et tout. Donc, voilà. Et on a également dit que StackNet a son propre langage de programmation qui est Cairo, qu'il utilise pour pouvoir développer les DApp. Et voilà. Donc,
On poursuit. Et puis, aujourd'hui, on a dit qu'on va faire tout ce qui est Cairo. Cairo, c'est pas Cairo, le langage de programmation Cairo. Donc, bon, voilà. C'est pas le live coding directement, mais on va essayer de voir un tout petit peu comment est-ce que Cairo fonctionne. C'est pas Cairo. Donc, on va parcourir la documentation, mais c'est juste après avoir résumé quelques points spécifiques de Cairo, de mon point de vue, et puis on va se lancer sur la documentation proprement dit. Donc, alors, Cairo, c'est quoi Cairo? Donc, Cairo, c'est un langage de programmation. J'espère que, voilà. Donc, Cairo, c'est un langage de programmation créé pour tout ce qui est preuve de cryptographie vérifiable et puis utilisé sur StackNet spécialement pour pouvoir développer les dApps. Donc, c'est une solution de scalabilité pour Ethereum. Il permet d'écrire également les smart contracts et quand on dit communément en français, les contrats intelligents. Hein. Et lorsqu'on déploie ça, ça s'exécute tout simplement avec les différentes fonctions qu'on a mis à l'intérieur de ces contrats-là et puis on n'a plus besoin d'y toucher. Et ça permet également d'écrire des programmes capables de pouvoir générer des preuves de calcul appelées STAP. Donc, on a du coup le token STRK et qui est tout simplement obtenu par les calculs des fonctions mathématiques depuis Ethereum tout simplement comme blockchain. Et autrement dit, donc Cairo, ça permet d'écrire du code et tout le monde peut vérifier sans avoir besoin de pouvoir de savoir l'exécuter en fait. Donc sans sans trop sans trop compliqué. Mais je tiens également à rappeler que Cairo est basé sur Rust et du coup quelqu'un qui a déjà utilisé Rust ou bien a déjà codé avec du Rust peut s'en sortir facilement. N'empêche que quelqu'un qui a déjà utilisé C également peut s'en sortir. Euh, Ce sont tous des améliorations qui ont été effectuées jusqu'à Rust est là. Et du coup, Rust gère tout ce qui est memory. Et Cairo également fait pareil en contraignant l'utilisateur ou bien le programmeur à gérer efficacement les mémoires. Euh, bon, on va un peu parler de Cairo. Cairo qui est d'une manière super intéressante de façon à ce que chaque fonction a toujours le même résultat pour les mêmes entrées. Donc, en gros, quand vous faites des entrées de un type spécifique, vous avez les mêmes résultats de ce type-là. À moins que vous modifiez ou bien vous faites des castings et tout. C'est un peu ça. Vous avez également Cairo comme une fonction, un langage de programmation fortement typé. Hein? Donc, chaque variable a un type précis. Ici, vous allez voir des types vraiment, je sais pas s'il y a des gens qui ont déjà codé des smart contracts ici avec Solidity ou bien d'autres langages, mais dans Cairo, on a des types vraiment spécifiques qui ne sont pas des types qu'on connaît préalablement comme ça. Et on utilise dans nos langages de programmation comme Java, Python, C et puis les autres. Mais vous avez certaines formes. Mais quand on vous dit que ça, c'est du Integer, vous savez que c'est Integer et vous savez que c'est Integer un entier signé ou non signé. Donc, il y a une notation spécifique qu'on met également pour ça, que vous allez voir que ça, c'est un entier signé, ça, c'est un entier non signé. Et vous avez également le nombre spécifique de bits que ça peut contenir aussi. Donc, vous avez également cela. Donc, on a des types comme le U32, le Felt252 et etc., etc. On a tout ce, comme je le disais, tout ce qui est Cairo, c'est inspiré de Rust et du coup, on a cette notion
un point de mutabilité et également de la gestion stricte de, de la mémoire. Donc, quand on dit on veut, il s'agit soit on utilise l'espace là, on lit l'espace directement, soit on garde l'espace ou bien un truc de ce genre. Et il y a un décorateur spécifique qui permet de dire que oui, on veut lire l'espace là ou bien on veut sauvegarder dans la mémoire ou bien on veut garder la mémoire ou bien voilà, quoi, un truc de ce genre. C'est ce qu'on appelle les emprunts. On a également ce côté-là orienté sécurité. Donc, c'est conçu pour éviter tout type de bug de calcul et les erreurs de logique dans les smart contracts. Donc, on a de la chance. Bien. Notre environnement que nous allons utiliser, ce sera essentiellement du Docker et on va essayer de télécharger une image et on va se connecter à cette image-là hein, pour pouvoir travailler à l'intérieur. Donc, on a en gros du remote ID. Et puis, à l'intérieur, on va pouvoir coder. Et ça, tout ce qui est dépendance pour Cairo pour nous. Normalement, vous devez installer certains trucs, mais étant donné que nous allons utiliser Docker, vous les aurez directement à l'intérieur. Tout ce qui est compilateur, tout ce qui est élément de test, tout ce qui est exécution. Donc, vous aurez tout cela à l'intérieur en même temps. Je pense que je vais commencer par rapport à cela. Je vais alors stopper mon partage et puis partager tout mon écran pour pouvoir commencer avec. Alors, je vais partager tout l'écran. OK. Alors, ici, j'ai Docker que j'ai installé et je n'ai rien à l'intérieur pour le moment. Enfin, j'ai quelques conférences, mais qui ne sont pas activés. Et je vais aller directement ici sur mon DXC et puis je vais créer un dossier tout simplement qui s'appelle Basecamp. Et dans Basecamp, je vais l'ouvrir dans mon VS Code. Alors, je fais ça. Donc, c'est juste pour commencer avec les quelques trucs typiques de Cairo. Et après, on va aller sur la documentation. Donc, je vais ouvrir mon bail. Bien, maintenant que c'est ouvert, nous allons tout simplement euh, télécharger les trucs qu'il nous faut essentiellement. Et pour pouvoir faire ça, nous allons premièrement chercher, si ce n'est pas, ça n'existe pas encore, je pense que c'est dans extension, nous allons installer Dev Container. Donc, Dev Container va nous permettre tout simplement de pouvoir se connecter à notre remote container. Et ce remote container contient en fait les dépendances spécifiques à Cairo, à notre langage de programmation, que ce soit Scap qui permet de faire le build et ce qui permet également de pouvoir faire du testing en même temps. Si on a écrit des tests unitaires dans notre projet de Cairo. Et vous allez installer Dev Container. Ça suffit largement. Si vous installez Dev Container, ça suffit largement. Une fois que c'est installé, vous venez dans votre dossier et puis vous allez créer un fichier qui s'appelle Dev Container, .dev container, .json. Donc, Dev Container .json, en fait, va être le fichier que nous allons mettre des conditions à l'intérieur, ou bien nous allons mettre des instructions à l'intérieur pour pouvoir télécharger notre conteneur et puis créer
vous téléchargez notre image plutôt et puis créer notre conteneur pour pouvoir se connecter à ce conteneur-là et puis coder Cairo sans trop de tracas. Donc, étant donné que c'est un fichier JSON, nous allons commencer avec JSON et puis nous allons mettre les instructions comme, bon, on donne tout simplement un nom. Un nom tout simplement qui est notre driver stack net Basecamp. Juste après cela, nous allons télécharger notre image, donc instruction de l'image. Et puis l'image, c'est juste. Alors, ça se retrouve sur le registre de StackNet Foundation et nous allons aller chercher cela qui est juste StackNet Foundation. StackNet Foundation, on a StackNet Dev et puis la version c'est tout simplement 2.12.0. On n'a rien de problème dans mon besoin ici. Alors, juste après, nous allons customiser notre VS Code pour pouvoir avoir tout ce qu'il nous faut comme extension Cairo et puis tout ce qui est extension Cairo va être utilisé pour notre fichier. Je pense qu'il y a Basecamp avec VS Code, vous allez venir dans l'extension pour pouvoir chercher Dev Container.
Quand vous trouvez dev contenant, vous installez votre dev contenant. C'est ça ici. Dev contenant, vous installez votre dev contenant. Une fois que vous installez votre dev contenant, vous venez sur la partie Explorer de Files et puis vous créez un fichier qui s'appelle .dev-container.json. .dev-container.json. Une fois que vous avez votre dev contenant, nous allons tout simplement mettre quelques instructions. Je vais rapidement faire et puis envoyer également ça dans le chat pour que vous puissiez l'avoir. Étant donné que nous sommes sur VS Code, nous allons tout simplement utiliser quelques customisations de VS Code et puis on aura les extensions que nous voulons passer. Ce sont des extensions Cairo que nous allons utiliser et Scarba qui permet tout simplement de builder notre projet également est contenu dans notre image qui va servir de conteneur également. Donc, il n'y a pas de souci à se faire sur niveau. Alors, on met rapidement customization et customization. Dans customization, nous aurons ah, ça peut passer en français. Nous aurons extension et extension, nous aurons tout simplement ça. Les extensions que nous voulons, je pense que ça va les extensions que nous voulons sont tout simplement Starkware Cairo qui permet d'identifier les fichiers Cairo et puis nous permet tout simplement d'exécuter les fichiers Cairo. Cairo, je sais pas. Juste après, nous avons également le fichier, je pense que ça s'appelle TomML, je pense bien, qui permet tout simplement de faire la configuration de tout ce qui est... voilà, TomML, c'est comment... ouais, ça veut dire... Les utilisateurs ou bien les programmeurs de JS et ses consorts. Il y a un fichier JSON log JSON ou bien quoi JSON que vous voyez généralement. Donc, ton ML également, c'est un peu ça. Genre, tu as scab.toml. C'est un fichier qui contient en fait les spécifications que vous voulez, les dépendances ou bien les librairies que vous voulez en fait utiliser. Donc, nous allons également installer ça dans notre environnement pour pouvoir avoir accès et puis préciser tout ce que nous voulons dans ton email, que ce soit des limitations, que ce soit des activations. Voilà. Mhm. Ça, donc, tout ceci sera disponible pour vous, il n'y a pas de souci, donc ne vous inquiétez pas.
Donc, c'est tout. Ici, je vais copier rapidement tout ceci. Voilà, package.json. Merci, Khaled. Si vous êtes sur Linux, c'est bien, il n'y a pas de souci. Si vous êtes également sur Windows, c'est bien, il n'y a pas de souci. Ça marche sur n'importe quel système d'exploitation, que ce soit Mac également. Je crois que je... non, qu'un truc ici. C'est le second qui c'est Damas. Yes, c'est Damas. C'est Damas. Voilà. Bon. Je crois que c'est bon. Maintenant que nous avons notre fichier qui est prêt, on va juste télécharger l'image ici qui va créer le conteneur et ça va contenir les extensions ici et on aura tout ce qu'il faut juste ici. Pour faire cela, il faut aller dans View ou bien Vue, si c'est en français, aller dans Command Palette et puis vous allez voir tout ce qui est Dev Contenant. Et voici la commande de, de connexion au conteneur et puis l'ouverture. Donc, ça va build notre fichier dev contenant et puis ouvrir le conteneur en question. On lance tout simplement, on clique dessus et puis on laisse le reste se faire. Et voilà, ça va nous connecter à notre VS Code depuis Remote Connection de notre conteneur. Donc, je vous rappelle que un peu ici, ça va prendre un peu de temps de votre côté parce que l'image, vous l'avez pas encore. Mais de mon côté, moi, j'avais déjà téléchargé l'image. Ça fait que, bon, ça n'a pas pris assez de temps et tout.
vérifie un peu notre outil de compilation, ce qui s'appelle SCAP. Enfin, je pense que beaucoup de personnes sont des devs ici, mais on aura notre version de SCAP qui permet de faire la compilation, qui permet également d'exécuter nos projets. Et comme on a choisi la version 2.12 dans notre image Cairo, et du coup, on a notre compilateur de 2.12 également qui est là. Et voilà, c'est bon. Je pense qu'on est bon pour le moment. Je ne sais pas si Nazim a pu avoir son environnement. Oui, désolé d'avoir pas tout ça. Je vais dans- Ok, d'accord. Là, c'est bien. Non, mais j'ai un petit souci. Quand je le as chargé, ça m'a envoyé des erreurs. J'essaie de lire les erreurs avant de faire le truc. Euh, j'ai mis à jour le fichier devcontainer.json. Il y a un A qui manquait quand j'écrivais rapidement. Celui envoyé dans le chat. Oui. Ok, on continue en attendant. C'est ici. Il y a un Thomas SFE qui manque ici, et A qui manque ici. Maintenant que nous avons notre compilateur qui est là, nous avons notre environnement qui est également là. Nous pouvons maintenant initier notre projet et puis travailler sans problème. Donc, ce que nous allons utiliser, c'est la version default de Cairo Scarp et en faisant, nous avons Scarp init. Et puis, on nous demande quel genre de setup nous voulons faire. Est-ce que nous voulons utiliser StackNet Foundry ou bien Cairo Test? De notre côté, nous allons utiliser la version test pour pouvoir écrire des fonctions et puis exécuter des tests unitaires rapidement pour vérifier la véracité des fonctions que nous avons écrites ou bien les réponses ou bien le testing de nos fonctions, tout simplement. Euh, mais c'est possible également d'utiliser la version Foundry. La version Foundry, c'est tout simplement cette version-là qui te permet en fait de pouvoir écrire de, du code Cairo et en faisant des Foundry. Enfin, les Foundry, c'est encore une autre manière de pouvoir tester ton code en utilisant du Foundry. C'est une autre version un peu plus avancée pour ceux qui ont fait du Smart Contract Solidity et puis Foundry. Et je pense que toutes ces personnes-là vont avoir utilisé Foundry dans ça. Donc, Foundry, c'est quoi? C'est que tu as ton code et tu as un test unitaire dans un autre dossier qui est là. Une fois que tu utilises Foundry, tu vas pouvoir appeler la fonction sur les tests unitaires que tu as mis en place dans ton dossier ou bien fichier. Et puis, ça va exécuter les tests un à un en utilisant les fonctions que tu as eu à coder en fait. Donc, c'est un peu comme ça. Et au niveau du Cairo test simple, c'est un peu pareil, mais tout peut être en un directement et puis tu passes sans problème. Donc, je prends Cairo test, je pense que tout le monde doit avoir Cairo test également. Nous avons deux dossiers et deux fichiers qui sont créés et un dossier qui est créé. Le dossier SRC et le fichier Gitignore ainsi que le fichier SCAP.ml. Et c'est .ml qui nous permet tout simplement de mettre nos spécificités ici, que ce soit les dépendances que nous voulons, que ce soit tout ce que tout ce que nous voulons quoi. Et interagir, librairie, dépendance, enfin, librairie externe, bien évidemment, dépendance externe également. Et Gitignore, vous connaissez tous Gitignore, qui permet tout simplement d'ignorer des fichiers, des dossiers, que ce soit sensible ou pas, et à ne pas envoyer sur notre repository Git. Donc, voilà.
Nous avons tout ce qu'il faut juste ici et utiliser. Donc, ça va. Après, s'il y a quelque chose à ajouter, nous pouvons ajouter, là, ça va, Cairo. Il y a quelque chose spécifiquement qu'il faudra ajouter juste ici en même temps, c'est-à-dire, c'est ignorer les gaz fils. Donc, c'est Cairo et ça, nous allons tout simplement, enable gaz en même temps false. Enable gaz. Alors, les gaz phi, Caleb avait expliqué ça la dernière fois que sur Ethereum, lorsqu'on on effectue des transactions, il y a des gaz fees qui sont émis, c'est-à-dire des frais de transaction. Donc, quand tu essaies d'envoyer du Ethereum de ton adresse A vers l'adresse B, il y a des gaz fees qui sont envoyés avec cette transaction-là. Et ces gaz fees-là, en fait, permettent de pouvoir récompenser ceux qui sont en train de miner sur la blockchain Ethereum en question. Donc, c'est un peu ça. Et ici, si on essaie d'utiliser certaines fonctions, mais on essaie de coder d'une manière ou d'une autre, certaines fonctions mathématiques, voilà, c'est surtout le côté mathématique, que ce soit des multiplications, des divisions, tout ce qui a trait aux mathématiques. Il essaie en fait de calculer des gaz phi. Et du coup, nous ne voulons pas que ça calcule des gaz phi. Je pense que c'est bon. Donc, voilà un peu comment on met les spécialisations, bien spécificités de Cairo. Euh, Au niveau de Nazim qui est en train de préparer également l'environnement, je ne sais pas si c'est bon à ton niveau. Ah, non, apparemment, actuellement, ça télécharge les trucs de Docker. Donc, je pense que ça prend du temps. Ok, d'accord. Ok, d'accord. Ok, je pense que c'est bon. On a notre dossier SRC et voici un peu le fichier qui est créé à l'intérieur de notre dossier SRC, lib.cairo. Et lib.cairo, tout simplement, c'est pour préciser ou bien indiquer les différentes librairies. Donc, si tu prends par exemple lib.cairo, il se présente en fait comme la fonction principale. Et ce genre de fichier est spécifique dans le développement Cairo également, de sorte que vous pouvez spécifier vos différentes fonctions à l'intérieur de ce fichier-là, que ce soit des modules ou bien des fonctions, des procédures que vous avez écrites dans d'autres fichiers. Donc, si vous prenez par exemple un fichier que vous nommez par exemple maths, que vous êtes en train d'effectuer des trucs de maths, des fonctions de mathématiques à l'intérieur, vous devez obligatoirement venir ajouter module maths ici pour appeler en fait ça dans votre livre. Et de sorte que quand vous serez en train de faire Scab, par exemple, que vous voulez, par exemple, exécuter le fichier ou bien la fonction, ça va tout simplement se rappeler ou bien comment on dit ça déjà, le lien, ça va appeler la référence de cette fonction-là et puis ça va exécuter le contenu de la fonction dans l'autre fichier en fait, tout simplement. Alors, on va essayer de voir tout ce que Scab fait. Je pense que c'est Scab, H, je pense. Sorry. Scab, oh, c'est pas j'ai écrit. Voilà. Mhm. Alright. Donc, voici un peu les commandes de Scab que nous avons. Le package manager. On a Scab Add qui permet tout simplement d'ajouter des dépendances spécifiques et qui va l'ajouter dans ton ML directement.
scab remove qui permet de remove la dépendance. Donc, si tu fais scab add, le nom de dépendance, ça va l'ajouter. Scab remove, nom de dépendance, ça va remove ça du fichier TOMML. Scab build, ça permet de builder tout le projet, en fait. Et quand ça build le projet, tu peux tout simplement exécuter cela et puis tu as euh, ton exécutable ou bien tu as ton rendu. Voilà. Scab expand tout simplement pour augmenter ou bien développer des macros, tout simplement. Scab cache, manipuler tout ce qui est le cache dans tout ce qui est cache. C'est-à-dire que peut-être, enfin, quand on dit cache, vous n'êtes pas sans savoir que quand on parle de cache, c'est que ce sont des ressources qui sont stockées de manière temporaire et on peut accéder à cela rapidement. Donc, si tu as des dépendances qui ont été téléchargées par le passé, après tu les as remove, en fait, ils sont stockés dans le cache et tu peux les manager rapidement. Le scab check également qui permet de faire de l'analyse de ton package ou bien de reporter des erreurs et tout. Bon, vous avez beaucoup. FMT qui permet de formater le projet, formater les fichiers spécialement normalement, hein, parce que si tu codes et puis ce n'est pas bien indenté et tout, si tu fais FMT, format, ça va formater indenter ton truc là. Scab init qu'on a vu tout de suite qui permet tout simplement de créer from scratch un projet Cairo. Donc, create a new Scab package in the existing directory, ou bien vous pouvez spécifier un répertoire également. Bon, je pense que c'est un peu ça. On a Scab Run qui permet d'exécuter notre projet libre, par exemple, c'est-à-dire le main file, c'est-à-dire le main file exactement, qui permet d'exécuter. Help qu'on a utilisé tout de suite en abrégé, -h, qui permet d'afficher tout ce qui est euh, aide. Et le test que nous allons utiliser en abondance ici, en fait, c'est que quand on va coder des applications, enfin, je ne veux pas dire application, quand on va coder une fonction, que ce soit minime, que soit-il en Cairo, on va devoir écrire un truc de test pour pouvoir exécuter cela, pour vérifier si ça répond vraiment. Si ça répond, ça va dire OK. Si ça ne répond pas, ça va dire que c'est faux. C'est-à-dire que, comme on le fait toujours dans des développements d'applications, on exécute des tests unitaires pour vérifier si est-ce que ça répond réellement à notre fonction. Est-ce que les données entrées correspondent en fait aux données de sortie. Ce que on espère avoir, est-ce que c'est ça? Des expected behavior. Est-ce que c'est réellement ça? Donc, on va utiliser des tests en abondance ici pour pouvoir exécuter nos projets Cairo de ce soir, étant donné qu'on est en train de prendre connaissance de Cairo. Donc, tout ceci, ça c'est la suite de Fibonacci qui est là et voici le test qui permet de pouvoir exécuter Fibonacci. Bon, premièrement, on a la fonction main et cette fonction main là, en fait, c'est ça qui est appelé pour pouvoir exécuter tout notre projet Cairo tout de suite. Le projet, c'est ça. Le projet en soi, c'est ça. Et on a la fonction main qui est de type U32. Le U32 là, c'est du integer. Et du integer tout simplement entier 32. Enfin, avec la valeur de 32 bits. C'est comme ça, on fait les numéros, enfin, on fait les typages au niveau de Cairo. Et c'est un peu pareil aussi avec du Solidity. Je ne sais pas si vous avez déjà vu du Solidity, après si vous allez pouvoir voir ça. C'est des formatages un peu comme ça pour dire que on veut que ça soit tout simplement du 32 bits, quoi. On limite exactement cela. Or que en Python, par exemple, si on dit que c'est du integer, c'est du integer. Et la valeur de integer, c'est que c'est toutes ces valeurs-là que ça va prendre. Donc, ça réserve assez d'espace de mémoire pour un petit truc que, voilà, on va utiliser peut-être une seule fois.
Or que ici, dans Cairo, si on veut réserver de l'espace, on réserve de l'espace aussi minime que la valeur qu'on veut avoir. Donc, il faudra être très précis. C'est pour ça, ça dit dans l'imposition que Cairo, en fait, oblige le programmeur à être strict sur la gestion de l'espace mémoire. C'est basé également sur Rust, donc c'est évident. Fibo, donc on appelle la suite de Fibo avec la valeur 16 à l'intérieur. Et voici un peu notre fonction de Fibonacci. Tout le monde connaît comment est-ce que la suite de Fibonacci marche. Donc voilà, on met de la valeur, enfin, un entier n de valeur 32. Et ceci, c'est en fait un keyword, un mot-clé de Cairo qui dit que c'est du mutable. Mutable, ça dit que c'est immutable ou bien un truc comme ça en français, je pense bien. Et on spécifie également que sa valeur de sortie va être exactement du integer 32, du U32. Donc voilà, on va pas déparler la fonction de Fibonacci ici. On voit tout simplement comment est-ce que c'est mis en place. Alors, j'ai pas parlé de ce mot-clé-là, FN, qui permet de définir la fonction. Vous l'aurez déjà remarqué que c'est fonction, comme on dit, define, comme def également en Python, ou bien, comme on dit, voilà, dans d'autres langages de programmation. Donc, FN, FI et FIB pour définir la fonction de Fibonacci. Du let pour tout simplement dire que, voilà, on veut déclarer une variable, exactement comme on fait dans Python, bon, en fait, dans Java ou bien dans d'autres langages. JavaScript, essentiellement, on fait du let pour pouvoir faire de la déclaration de variables. Donc, c'est un peu ça. Les boucles, ça ne change pas, ce sont toujours les mêmes. Du while, du for, du if, les conditions, les if statements sont toujours là. Donc, c'est pareil. Et vous allez les utiliser comme bon vous semble, comme on l'utilise toujours. La différence, fonction de différence, ça ne change toujours pas. Donc, vous avez toujours cette possibilité-là. Les déclarations et le street comparison. Street, comparaison street. Je veux dire comparaison street, je veux dire par là que vous avez les doubles égales. Voilà, c'est ça. Double égalité. Pour dire que c'est vrai, vrai, quoi. Comme vous le faites souvent dans JavaScript, TypeScript, je pense là-bas même il y a du 3 égal. Enfin, je ne code pas du JS ni du TS, donc désolé si j'ai menti sur quelque chose. Vous allez beaucoup m'excuser. Ok, donc voilà. Je disais du coup que les while, les if statements, les books sont toujours là. Vous allez les utiliser, mais c'est juste la manière de pouvoir déclarer les fonctions qui change un tout petit peu. La manière de déclarer également les variables et de les assigner en même temps, c'est ça qui change un tout petit peu aussi, mais c'est pareil, c'est comme toujours, si vous connaissez un peu langage de programmation, vous allez vous en sortir tout simplement sans souci. Si vous ne connaissez pas, là, c'est magnifique, vous allez apprendre. Donc, voilà un peu comment est-ce que ça fait ici. Et on vient juste en bas ici pour voir comment est-ce qu'ils ont défini en fait le test unitaire. Ce dont je parlais, que vous pouvez tout simplement coder votre fonction et définir votre test unitaire juste en bas en même temps. Et avec la valeur dièse CFG pour dire configuration de test, vous êtes en train de spécifier au compilateur que, en fait, ici, c'est des tests unitaires que nous sommes en train de mettre en place et qui va tout simplement appeler la fonction en question. Alors, dans notre lib là, on a défini une configuration de test et on a également dit ici que mode test. Si on déclare mode test, c'est que on veut déclarer ce module-là en tant que test. Et si on déclare ce module-là en tant que test, ça veut dire que on a une fonction test et à l'intérieur, on est en train de mettre en place tout ce qui est fonction qui va en fait
être exécuté dans ce module-là spécifiquement. C'est tout. On peut déclarer autant de tests unitaires dans ce module-là qu'on a mis en place, test, tout simplement. Alors, j'ai sauté ce côté-là, ou bien cette ligne numéro 19 là, je ne sais pas si vous... Ah, bon, bref. J'espère que vous voyez bien les points. J'ai sauté cette ligne 19 là. Cette ligne 19 là, en fait, c'est quoi? C'est pour appeler du Java. Je pense les gens ont fait du Java et les gens ont fait euh, oh, comment on appelle ça déjà? Quelqu'un pour me rappeler les bails de super et en PO, on appelle ça d'une spécifiquement qui va m'aider. Alors, en PO, quand on utilise une fonction qui appelle, qui est de l'héritage. Oh, Seigneur. Voilà. Alors, c'est comme de l'héritage, tout simplement. Et ici, si on dit use avec ce keyword use, super Fibonacci, c'est que on est en train d'appeler tout ce qui est fonction Fibonacci. Mais il y a aussi quelque chose qu'on peut faire. On peut, en fait, avoir beaucoup de fonctions ici. Ce n'est pas seulement Fibonacci, je réduis ça un peu. Si on a beaucoup de fonctions qui sont déclarées, que ce soit Fibonacci, quelle autre fonction? On a fonction de port, comment ça s'appelle déjà en français? L'élévation au carré, le double, c'est-à-dire le carré, quoi. Enfin, c'est ça. Le carré, racine carrée, toute autre fonction, que ce soit également palindrome, je pense bien. Si on écrit toutes ces fonctions-là déposées ici, on peut toutefois appeler du super ici en ne spécifiant que étoile, c'est pas sûr, mon étoile, en ne spécifiant que étoile pour dire en fait que on fait appel à toutes les fonctions qui sont en fait dans ce fichier-là, hors part. Si on appelle toutes les fonctions là, on peut ici maintenant faire des tests unitaires sur tout ce qui est double, racine carrée, tout, jusqu'à en bas et puis exécuter notre test unitaire sans trop de caca. Au lieu de pouvoir faire appel à chaque fonction avec super, ce n'est pas trop efficient. Le code serait vraiment pas trop top. Donc, voilà un peu les explications que je me permets de vous donner ici. La fonction de test unitaire, c'est comme ça que ça s'écrit. Vous définissez du crochet dièse, du crochet test, et puis vous définissez votre fonction. Et vous utilisez assert spécialement pour dire que, OK, vérifie-moi cette fonction de Fibonacci qui prend en valeur 16 qui va être égal en fait à 987. Si c'est ça, il faut print it works au lieu d'avoir le par défaut qui va être OK. Je ne sais pas si vous voyez un peu. Donc, on va essayer d'exécuter ceci sans trop de tracas. On va essayer d'exécuter celui-là. Je vais réduire un tout petit peu. Je prends cette partie-là. Donc, je fais du scab test et puis je fais entrer et ça va compiler le projet et puis ça va me retourner le résultat. Et qu'est-ce que nous avons là? Nous avons test Basecamp. Le test it works qui est OK. Donc, on a donc de la fonction it works qui me fait la vérification de la suite de Fibonacci 16 qui est égal à 987, qui me dit que OK, it works. Et nous avons les test results qui sont tout simplement 1 qui est passé, 0 erreur, 0 ignoré, 0 filtré. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez un tout petit peu. Imaginez un tout petit peu, je mets ici du 32
et je dis que oui, ça donne du 987. Si j'enregistre ceci et puis je rappelle mon SCAP test pour pouvoir m'exécuter ma fonction de Fibonacci que je sais très bien qu'il est bien codé et que le 32 ne devait pas donner 987 mais une autre valeur et j'exécute, vous allez voir que ça va faire, le test là va faire et ça va nous envoyer tout simplement ici qu'il y a du failed et il y a un qui a échoué, un test qui a échoué. Donc, c'est très, très, très pratique de pouvoir avoir des tests unitaires pour pouvoir vérifier votre fonction, tout simplement. Alors, je remets le 16 ici et je sais très bien que c'est ce que ça va donner. On a tous vu ça. Mais qu'est-ce que je vais faire? Je vais modifier ma fonction de Fibonacci. Je vais modifier ma fonction de Fibonacci. Alors, ici, nous avons déclaré du temporary qui prend du B au passage et après, on récupère notre temporary là dans le A. Ce que je vais faire ici, c'est que quoi? Je vais faire tout simplement une modification que le B est égal à fois, ce qui est faux, bien évidemment. Donc, je mets de la multiplication ici, et j'enregistre et je teste et vous verrez que ma suite de Fibonacci ne sera plus que suite de Fibonacci et le 16 qui devait normalement donner le 987 ne sera plus exactement pareil. Euh, attends. Oh, je crois que je vais tout simplement faire du B multiplié par B1. Fonction là ne passe pas comme je voulais. Voilà, ça va faire effectivement. Donc, notre fonction, il suffit juste de vérifier la fonction que, voilà, est-ce que ma fonction, elle est correcte? Est-ce que ma fonction, je l'ai bien codée? Si ce n'est pas le cas, je vais tout simplement revoir la fonction et vérifier. Mais au cas où je vois que ma fonction elle est correcte et que ce que je dois normalement avoir ici, ce n'est pas les 987, je modifie tout simplement et puis j'aurai le résultat escompté ici. Donc, c'est ça qui est l'utilité des tests unitaires. Les devs effectuer des tests unitaires sur vos codes que vous développez, c'est très important. Si vous ne pouvez pas faire des tests unitaires, codez et engagez une équipe de tests, une équipe de quality assurance, et puis vous allez être libéré. Mais n'empêche que vous devez effectuer, enfin, vous êtes en fait obligé de pouvoir faire certains tests basiques côté dev de votre côté d'abord, avant de léguer ça à l'équipe de tests également de pouvoir faire des tests. Donc, voilà. Et les entreprises aussi doivent implémenter la culture de test et de vérification avant commit ou push ou prod deploy.
l'info de Cairo. Donc, l'info de Cairo. Et du coup, vous avez ça juste ici. Je vous ai envoyé ça dans le chat. C'est quoi Cairo? Alors, Cairo, c'est un langage de programmation et qui est désigné comme mathématique. C'est-à-dire, comme je l'avais dit, pour faire des calculs des valeurs mathématiques ou bien des proof avec tout ce qui a trait à l'informatique ou bien au calcul vraiment élevé. Donc, c'est utilisé par StackNet, les Foundation, et qui déploie les applications également là-dessus. What can you do with it? Alors, c'est pour pouvoir développer tout ce qui est d'app sur la blockchain. Yeah. Donc, c'est un peu ça. On a déjà parlé de cela. Ça, c'est pour General Purpose pour tout développeur, new to smart contract et puis experience smart contract developer. Donc, pour toute personne qui est développeur et veut apprendre Cairo comme langage, toute personne qui est nouveau au développement de smart contract et qui veut également apprendre Cairo pour pouvoir développer des smart contracts et puis les personnes expérimentées. Donc, bon, je pense qu'on a vu toutes ces parties-là. Nous allons aller au niveau de variables et puis mutability. Est-ce qu'on a besoin de voir tout ça? Ça va nous prendre assez de temps. Je crois ce qu'on va faire le mieux, c'est tout simplement faire ce qui est critique. Mais je pense on a les types. Les types, donc on n'a pas fait part totalement. Les variables, on a les structures, enfin, on peut écrire les structures de données, tout simplement en définissant les types de données que nous voulons à l'intérieur. On a également les énums, on écrit les énums, on a les constantes, on peut écrire des constantes et puis mettre les valeurs à l'intérieur. Cette fonction de executable là, en fait, permet tout simplement de dire que c'est ce fichier ou bien cette fonction-là qui est la fonction principale et il faudra en fait l'exécuter aussi. Et du coup, quand on fait du scap execute, ça permet d'exécuter cela. Bon, on n'a pas parlé vraiment de ça, mais ce n'est pas trop complexe à ce point-là. Juste après, je vois, nous avons voilà, les data types, les field types dans le champ. Comment on appelle déjà? Alors, c'est quoi un felt? Un felt type, c'est comme feed element. Et c'est un entier dans un grand champ feed utilisé par la cryptographie. C'est tout simplement un champ qui existe et puis c'est utilisé pour faire tout ce qui est données de cryptographie, variables de cryptographie, faire des calculs rapides et tout. Donc, tu peux définir cela et puis définir tes valeurs, enfin, les variables associées à ce type-là pour pouvoir faire des opérations que tu veux. Le fait là est toujours associé avec un nombre spécifique de bits qui est généralement 252. Et donc, quand tu vas voir felt, tu verras felt 252. Genre felt 252 en fait. Et du coup, ça représente le type de données en question qu'on est en train de mettre. Je peux tout simplement aller dans mon code tout de suite et puis dire que let et let a et qui est deux points, qui est de type filter 252. Vous voyez un peu. Et en fait, ce qui est marrant encore dans Cairo, c'est que tu définis la variable avec le type et tu lui donnes sa valeur spécifiquement. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué. Donc, on a dit que let mutable à U32.
qui est égal en fait à 0. Donc, on définit la variable A qui est mutable et puis qui est de un entier de 32 bits qui est égal en fait à 0 comme valeur. Donc, c'est un peu comme ça. C'est possible de pouvoir déclarer rapidement et puis ça passe. Les integers, les valeurs entières, qui sont de plusieurs types, qui sont des entiers signés comme non signés, hein, parce que nous avons plusieurs entiers, qui sont des entiers signés comme non signés. Et je vous avais déjà donné un exemple de U32 qui est de 32 bits. C'est un peu comme ça qu'on peut les définir. On définit le U8 pour 8 bits, U16 qui est de 16 bits, U64 qui est de 64 bits, U128 qui est de 128 bits, etc., etc., etc. En size, ça veut tout simplement être à 32 bits, 32 bits. Il y a les unsigned integer et les signed integer. Je pense qu'on doit avoir les signed juste en bas. Bref, vous l'avez compris. Nous avons aussi les numeric operations. Donc, tout ce qui est numeric operation, c'est tout ce qui est calculatrice. Vous vous rappelez très bien de calculatrice. On a su une calculatrice de l'addition, de la soustraction, des modulos, de la multiplication, de la division. Donc, voilà un peu tout ce qui a trait au calcul également dans Cairo. Vous avez la possibilité de pouvoir utiliser les numeric operations en question. Donc, voici un exemple. Let's sum de 5U1. OK, je vous explique un tout petit peu ce qui est fait ici en même temps. Vous voyez comment est-ce que le 5U128 là est passé? En fait, c'est une déclaration et assignation de type en même temps. Donc, nous avons la valeur 5 à qui on a assigné le type entier 128 bits. En fait, c'est faisable dans Cairo. Dans Cairo, c'est faisable. Au lieu de venir déclarer notre valeur A, on dit, OK, let A 2.U128 égale 5. On vient en fait faire du 5U128 en même temps. Et du coup, ça nous abrège certaines souffrances. Qu'est-ce que je vais faire ici? Je vais tout simplement enlever ceci. Euh, bon, je vais copier ça, n'est-ce pas? Je copie ça, j'efface ceci et puis je vais mettre mode sample. Donc, je mets mode sample, je vais aller définir sample là comme fichier dans mon SRC. Sample là, c'est un module tout simplement. Étant donné qu'on veut faire on fait de la programmation modulaire tout simplement pour bien expliquer les choses. Donc, sample, je mets sample.cairo ici. Je dois laisser ici. Je dois faire ici. Je mets test ici pour dire que oui, ceci, ça va être un test et ça va être un test unitaire. Je ne vais pas avoir besoin de SUPA. Je ne vais pas avoir besoin de SUPA. Je vais garder test. Je vais mettre ici un nom de fonction de tiens. Et du coup, ce là va être quoi? Va tout simplement être le fait que je fais du let A qui est je vais mettre du felt 252. Je vais faire un let A et let B de point un entier de
32. De l'autre côté, ils ont mis 32, je crois bien. Ils ont mis un 128. Je sais pas. OK. Mettons 128. 128 bits. Comme ça. Et puis, je dis que ça, c'est égal à 10. Donc, je déclare que c'est égal à 10 également. Le truc là n'est pas vraiment coloré aussi, hein. Je sais pas, je vais peut-être rajouter KRO comme extension. KRO language for StackNet, yes. Maintenant que ça s'installe, je reviens rapidement ici. Donc, comme ça, on va bien voir les mots-clés, les trucs là, plus tranquille. OK, ça c'est quoi? Maintenant que j'ai installé le truc, lui, il vient et puis il me souligne tout. Et j'espère que je l'ai bien écrit quand même. Bon, pour le moment, on déclare notre truc là rapidement et on revient. Alors, j'ai dit que let B égale à U128, qui est un entier 128, qui est égal à 10. Donc, ici, je vais également donner du là aussi. Bon, je vais déclarer autre chose. Je vais mettre un let C qui est égal à un U128 aussi, parce que tout ce qui est, tout ce qui est données entrée, tout ce qui est type de données entrée doit être également type de données de sortie. Du coup, je fais un petit, euh, 10, un petit 2 ici, qui est égal à 2. Donc, je viens ici et puis je fais du assert, comme vous l'avais dit. Je fais du assert et puis je dis, euh, je crois, ça. Euh, quand je vais récupérer ça, je pense qu'il y a un truc comme ça. Point d'exclamation. Voilà. Assert, point d'exclamation. Et puis je dis que A, non, oui, je pense que c'est ça. Non, c'est B. B plus C est égal. Bon, je peux mettre ça rapidement, hein. B plus C est égal à 12. Donc, je dis B plus C est égal à 12. Si B plus C est égal à 12, si B plus C est égal à 12, on doit normalement avoir la réponse. Et cette extension-là, pourquoi il est en train de me faire ça? Je fais mon scab. Normalement, si j'ai ça, ça doit me donner un OK spécialement. B plus C est égal à 12. Scab, test, entrée. OK. Let B qui est égal à fait 252. Alors, bienvenue dans la programmation KRO et nous rencontrons des problèmes déjà. Alors, première des choses, nous avons défini A qui est égal à, qui est fait et on n'a pas donné quelque chose. Je vais essayer de donner une valeur tout simplement en mettant un petit 5. J'ai mon B qui est égal à
un entier qui est égal à 10 et j'ai un mot C qui est égal à 152. Unsupported feature. Ouais, un usage variable. Le A qui n'est pas utilisé, je vais tout simplement te mettre en commentaire premièrement. Euh, le tonton là, il est en train de... Des questions déjà? Est-ce que vous avez des questions? Alors, normalement, il doit supporter tout ce qui est point KO. C'est un point KO. Il n'y a pas de question. Ok. C'est un petit peu. C'est bon. Ben, c'est tout ça. Euh, euh, ah, je vais prendre notre colorisation des langages tranquille. Euh, sauf que ça existe, ça. C'est pas indiqué comment. Sample, ouais. Donc, bon, vous savez quoi? Je ramène tout ceci juste ici, en attendant de pouvoir faire la modélisation. Euh, Est-ce que c'est, est-ce que c'est un truc là? Ou bien, je ne sais pas. Alors, ça, donc, si je comptais sur les surlignes là, ça n'allait pas avancer, hein. Ouais. Geoffrey, Oui, je pense que l'erreur se trouve au niveau de la première ligne, la ici, toute première ligne en haut.
En fait, c'est les surlignes là, en fait, ça vient tout simplement parce que j'ai activé l'extension de Cairo pour avoir les bails des bails de keywords pour bien spécifier, pour bien présenter ça. C'est parce que regarde, si je fais un CTRL Z carrément, j'enlève un instant, je crois que c'est le contrôle Z. Alors, si je fais l'exécution de ce truc-là, Scap test tout de suite là, il va passer un. Alors, il me dit, voilà, exactement, 16. Ça donne ça. Je sais pas si tu vois un peu. Tu vois? Donc, les coloriages et les surlignes, là, en fait, c'est le défaut de notre extension. Ah, d'accord, d'accord. Là, on peut avancer. Ouais, c'est le défaut de notre extension. C'est juste pour ajouter notre bail de... Alors, normalement, si j'ai ça, je dois avoir un résultat spécifique. Donc, je teste rapidement cela. B plus C. Donc, j'ai du B plus C qui est égal à... Alors, ce que je vais faire, c'est faire du switch equal. Je donne un peu d'espace. Je pense que c'est ça. Alors, assert avec point d'exclamation, c'est le mot. Voilà, that condition is true at runtime. The assert macro check a Boolean expression. En réalité, voilà, là, c'est passé. Ah, mais est-ce qu'on va faire avec ces rouges là à l'intérieur? On va dire que le code est rempli d'erreurs et tout, hein. Sauf que ce n'est pas des erreurs qui sont à l'intérieur. Bon, bref. Je ne sais pas si vous avez des questions actuellement pour voir comment est-ce que on fait, on écrit les fonctions et puis on les appelle et tout, et tout, et tout. Voilà, ce que je montrais il y a quelques instants, c'était cette partie où on a déclaré automatiquement ceci et ceci. Voilà. Et du coup, si on prend par exemple, alors allons-y. Prenons tout simplement le fait de laisser cet entier là comme ceci. Let, alors je vais dire multiplication. Multiplication qui est tout simplement, ok, du coup on fait ça comme ça. Let multiplication égale à, je vais mettre 4 underscore u 32, hein, on va utiliser du 32. Et puis, ça va multiplier 4 fois 3, n'est-ce pas? 4 fois 3, qui est également 1 U32. Est-ce que vous voyez un peu ce que ce truc-là est en train de me faire? Le fait d'avoir ajouté l'extension, il est en train de préciser que la sortie, en fait, de multiplication va être un U32. Donc, inconsciemment, on est en train de faire une multiplication entre deux valeurs qui sont de U32, U32 et qui donnent en fait du U32 en même temps. Donc, la vérification de ce code-là, tout simplement, va se faire avec du assert et on va dire que multiplication, notre multiplication en question là, mul- mul- multi- multiplication est égal à... Normalement, ça doit donner un 12.
Je mets un 11 tout simplement et puis je dis valeur incorrecte. Donc, j'enregistre et puis j'exécute le test. J'aurai un fail tout simplement parce que ça ne va pas passer. Ça ne va pas passer dans mon Hatchant. Ça ne va pas passer parce que quoi? Parce que ici, normalement, ça ne devait pas être un 11, mais plutôt un 12. Et je mets tout simplement valeur correcte. Et j'ai exécuté mon truc là et puis j'aurai le success. Donc voilà qui est passé tout simplement. Alors, j'ai fait un truc. Je sais pas si vous essayez d'avoir la. J'ai fait un truc. Voilà, c'est bon. C'est juste pour vous dire que c'est possible de pouvoir déclarer les trucs là rapidement comme ça toutefois déclarer un à un avant de venir les utiliser. Donc, c'est un peu ça ce que je voulais montrer ici. Hum. Les types booléens. Donc, vous pouvez définir les types booléens avec la valeur, l'élément spécifique bool. Et vous connaissez déjà les deux valeurs du booléen, du true ou du false. Vous définissez. Vous pouvez faire de cette manière-là en définissant la variable avec le résultat, ou bien vous pouvez faire ça de manière explicite en disant que c'est du booléen. Et voici ça dans le euh, je pense qu'on a également ça. Je sais pas si vous avez des questions sur tout ce qui est fait, dont j'ai fait part, tout ce qui est U entier, c'est-à-dire les U16, 32, 64, etc., etc. Donc, vous pouvez détailler tout cela comme ça. Il y a également la conversion. On peut effectuer des conversions tout simplement en faisant du felt vers du entier, c'est-à-dire en faisant les champs, les fils, les champs d'éléments, en convertissant des champs d'éléments vers des entiers. Je sais pas si vous voyez un tout petit peu ça également. Alors, ce qu'on va faire ici, c'est tout simplement mettre un autre. On va définir tout simplement une conversion et qui va tout simplement être alors déjà nous avons du A, nous avons du B, C, nous avons la multiplication et si on veut avoir une conversion, on va utiliser la fonction spécifique try into. Donc try into, je crois que je dois l'avoir quelque part ici aussi. La conversion, try into. Bref, on va l'utiliser directement. On va utiliser ça en faisant tout simplement un let converti qui est tout simplement un try. Alors, je dois appeler la fonction que je vais convertir. Multiplication. Je vais prendre multiplication. Point. Donc, si tu appelles une variable que tu as déjà définie, que tu mets ton point, tu auras normalement les informations qu'il faut. Ah, ce truc va pas nous aider. Alors, je vais mettre point tout, je vais mettre tout simplement en test et puis j'ajoute un on wrap. On wrap
faire tout simplement cette action-là de dire que, OK, cette conversion que vous êtes en train d'effectuer, de mettre ça en, comment ça s'appelle ça? De passer tout simplement la conversion. C'est comme comment nous utilisons du casting en Python, en Java ou bien dans d'autres langages de programmation. Les gars, je suis en train de parler seul là depuis ce mois. Donc, prenons par exemple le fait d'avoir ceci. Prenons par exemple le fait d'avoir, voilà, ce tonton qu'on avait eu à déclarer. Le A, on va multiplier A et B. Si on fait par exemple A, certes, et puis on dit que, ok, on dit que, ok, A multiplié par B est égal à normalement 5 multiplié par 10 va nous donner un petit 50. Et puis on se dit que, ok,
ça va nous donner un 50. Alors, si on met 50, ça voudra dire que c'est passé et que c'est success. Si il exécute cela, on aura la réponse exactement que oui, c'est passé. Mais si ça ne passe pas, ça veut dire qu'il y a un problème sur, en fait, le B. Parce que quoi? Parce que dans Cairo, on avait dit, ce qui est mis en entrée doit être ce qui est de sortie. C'est pour ça le typage est très, très, très strict au niveau de Cairo. Et du coup, ça nous dit qu'il y a un problème lors de la compilation. Et ça nous pointe du doigt le B. Pourquoi? Parce que le B n'est pas de type Felt 252, mais plutôt d'un entier. Et donc, il suffit juste de convertir cela. Si je fais par exemple, normalement, je dois avoir un try. Donc, je fais tout simplement un try into onward. Alors là, il faudra que je définisse spécialement ça, que ça doit être... Alors, ce que je vais faire, un instant, hein. Je fais ça ici. Je déclare, je crois que c'est ça juste ici. Alors, je fais let converti. C'est du felt 252. Et je dis que, bon, je vais plus faire multiplication, je vais prendre le B. Je dis que B, try into en wrap. Ça dit que je convertis simplement le B en felt 252. Le B va devenir tout simplement converti. Donc, si je fais ça là, converti. Donc, si je fais B et A multiplié par converti, tout ceci est normalement un 252. On doit normalement avoir un résultat. Ma conversion. Alors, la déclaration. Un instant. J'ai ça. J'ai oublié les conjugués. Ok. Ok. J'ai oublié les points virgules et les égales. Voilà. Donc, j'ai ma variable convertie qui est de type felt et qui est égale à B converti en 250, en felt 256. Et donc, j'aurai maintenant mon résultat juste ici, qui est là, qui est passé avec succès. Je ne sais pas si vous voyez un peu. Alors, ce que j'aimerais avoir, c'est tout ce truc de pattern qui puisse passer. Mais bon, c'est bon. J'espère que tu as la réponse à ta question. D'accord, super. Alors, ce bail de modularité, je vais réessayer mon bail de modularité. Je vais tout simplement fermer ceci et un peu plus haut, je dis que je appelle mode sample pour le bail de modularité. J'enregistre, je viens dans mon sample et puis je colle mon bail. Et puis, je teste rapidement pour voir. Voilà. On me l'a fait sortir. Je pense que c'est bon. Pas de souci. Alors, si je veux, par exemple, détacher un tout petit peu les choses, je fais un petit, plusieurs fonctions test pour bien spécifier ce que je suis en train de faire. Je vais venir juste ici, je crée le test et je dis que, OK,
Ici, ce n'est plus Atchant simple, je veux tout simplement avoir la conversion. Si je dis conversion, ça veut dire que je veux tout simplement cette partie de conversion-là, je supprime ça. J'ai ma multiplication, j'enlève multiplication, j'ai donc conversion A multiplié par B, tout simplement, donc j'aurai pas besoin de C. Alors, si on n'utilise pas une variable qu'on a déclarée, il y a un truc qu'on met normalement, voilà, du underscore ou bien un truc de ce genre. Je crois donc. Mixing semicolon. Je pense qu'on fait du C underscore. Je crois bien. Un truc de ce genre. Mais bref, on va passer d'abord. Je suis en train de enlever ça. Donc ici, j'ai déjà enlevé la partie de conversion. Ça, c'est ça que je veux. La multiplication, j'enlève, A plus B. J'ai donc A plus C tout simplement, ce qui donne, alors, non, ici c'est B et C, du coup, il donne 12. Je passe rapidement un peu plus bas ici, je colle une autre fonction qui est la multiplication. Et puis, j'aurai en fait plusieurs lignes qui vont afficher OK, OK, OK. C'est tout simplement pour pouvoir avoir cela et dire que, OK, on a fait telle fonction test pour multiplication, telle fonction test pour conversion, telle fonction test pour ci et ça. La multiplication également, j'enlève, j'ai cette multiplication qui est juste ici. Sans toutefois déclarer beaucoup de choses, je pense que c'est bon. J'enregistre tout, je compile, je teste rapidement et compile. Et puis, il va m'afficher tiens, qui est OK, la conversion qui est OK également. Donc, on a deux tests qui sont passés. Alors, j'ai multiplication. Ah oui, il y a certes une multiplication qui n'est pas sortie. Qu'est-ce qui s'est passé? Le test n'est pas sorti. Ouais, j'ai zappé cette partie. C'est un test. Et si c'est un test, il faut que ça porte la mention test également. Voilà. Et là, j'exécute. Et ça, on aura donc 3 tests normalement qui sont passés avec succès. Si je veux ignorer en fait ce test de multiplication, j'ajoute tout simplement la consigne de ignore. Et exactement, comme ceci. Et en fait, dans cette ligne-là, on aura deux tests qui vont passer, 0 qui vont échouer et un test qui va être ignoré. En gros, tu as mis en place des tests unitaires, tu as fait tes fonctions, tu as codé tes fonctions et tu as mis en place tes tests unitaires. Et sur certains tests, tu veux pas en fait tester ces fonctions-là spécifiquement. Peut-être que ces fonctions sont bien, n'ont pas été modifiées, touchées. Au lieu que ça te prenne assez de temps lorsque tu es en train de faire du test, tu ignores cela, tu exécutes ton truc et puis tu auras en fait ton résultat et il y aura une fonction qui sera ignorée. Voici qui a été ignorée tout simplement juste ici pour aller plus rapidement si vous avez en face de vous des fonctions assez, un code base assez bon. Je pense que c'est bon. Oui, Nazim. Ok, j'ai une seconde question là. Bon, cette question concerne juste la commande Scarp Test qui permet de faire les tests. À supposer qu'il y a des tests dans plusieurs fichiers dans mon projet, cette commande va lancer tous les tests qui sont dans tout le projet ou bien c'est juste les tests concernant juste un fichier? Tous les tests. Ok, d'accord. Parce que je viens de voir que vous avez importé le fichier de exemple dans la lib. Oui. Vous avez passé la commande, mais j'ai dit que ça fait sortir les tests. Les tests, c'est juste là que j'ai posé cette question. Exactement. Donc, j'ai mon lib ici que je déclare tout ce que je serai en train de faire peut-être
en mode modularisé. Et puis, j'exécute tout simplement Scarp test et il va exécuter tout ce qui est test dans chaque fichier Cairo que j'ai mis et j'ai spécifié que c'est test. Si je ne déclare pas module de sample ici, en fait, j'aurai pas sample qui va être considéré comme faisant partie du projet.